J'entends rien, Rico. J'entends rien. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire. Je me présente Amélie Leduc, superviseur marketing, événements, promotion ici chez SPI. Un petit spécial aujourd'hui avec moi pour co-animer une première fois ma collègue Audrey Bourgeois-Cyr, qui est coordonnatrice marketing aux événements et aux promotions également. Donc, vous avez sûrement échangé quelques courriels avec elle si vous faites partie du webinaire aujourd'hui. Donc, bonjour Audrey, merci d'être avec nous. Bonjour Amélie, je suis très contente de co-animer avec toi. Super. Donc, on va faire ça à deux aujourd'hui. On vous retrouve en cette fin de mois d'avril avec une température, disons, un peu euh, vacillante, bipolaire, appelons-le comme on veut, mais c'était quand même particulier. Alors, mais quand même, le meilleur temps pour faire un webinaire avec vous aujourd'hui. On espère évidemment que vous et votre entourage est en santé. Aujourd'hui, en ce 28 avril, on va parler des solutions d'évacuation comme les respirateurs d'urgence qui va être présenté par Draeger, qui est notre partenaire en santé et sécurité. Mais avant de vous présenter, là, dans le fond, nos collaborateurs, nos conférenciers d'aujourd'hui, je vais laisser Audrey vous présenter SPI. Oui, merci Amélie. Donc effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas SPI ou qui peut-être participent pour la première fois à nos webinaires, je vais vous présenter brièvement SPI. Donc, SPI, en fait, c'est le partenaire depuis environ 50 ans, le partenaire en santé et sécurité pour les entreprises qui valorisent la santé et sécurité dans leur milieu de travail. Et comment SPI arrive à remplir cette mission-là, en fait, c'est en offrant des équipements de sécurité, de protection individuelle, des services de formation et de consultation d'expertise à travers les différents catégories de risques que vous voyez présentement à l'écran. Puis si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à aller visiter notre site web. Super, merci Audrey. Donc, je nous ai présenté Audrey et moi, mais évidemment, je vais vous présenter nos experts invités. Donc, avec nous de chez SPI, Bruce Davis, qui est un expert conseil. Donc, bonjour Bruce, re-bienvenue dans notre studio. Oui, bonjour. Merci, Amélie. Et oui, effectivement, j'occupe le rôle d'expert conseil en protection contre les chutes chez SPI. Euh, Mon rôle essentiellement, c'est un rôle de consultation, c'est-à-dire j'accompagne soit nos équipes de vente, leurs clients à cheminer dans divers défis de santé et sécurité. Fait que peut-être pour certains d'entre vous m'avez déjà entendu parler sur certains sujets et tout. Fait que c'est essentiellement mon rôle, c'est d'accompagner nos clients et collègues pour relever les défis en santé et sécurité au travail. Absolument. On a fait un webinaire avec toi là, il y a quelques semaines déjà sur Oui, le déneigement des toits, le déneigement des toits, oui. effectivement. Ouais. Good. Donc, ben, super. Merci beaucoup, Bruce. Maintenant, on a Guy avec nous. Je vais laisser Audrey présenter Guy. Oui, donc Guy, en fait, merci d'être avec nous aujourd'hui. Guy, c'est le gérant régional des ventes chez Draeger, mais également un expert en protection respiratoire et détection des gaz. Donc, Guy, peux-tu nous expliquer un peu ton rôle chez Draeger en tant qu'expert? Oui, bien, merci beaucoup, Audrey. Moi, je travaille avec les gens de SPI au niveau des différents conseillers pour déterminer les produits qui sont le plus appropriés pour les risques auxquels les clients font face dans leur entreprise. Donc, c'est vraiment une approche au niveau conseil, recommandation au niveau des équipements suite à une évaluation des situations en entreprise. Merci beaucoup, Guy. Également, on a avec nous Rico, qui est notre webmaster, designer graphique et technicien à la régie, avec qui, sans lui, toute la technique ne serait pas possible. On n'arriverait pas à vous donner un aussi bon son pour le webinaire. Exactement. Puis d'ailleurs, si jamais vous avez des problèmes techniques, vous avez la boîte de questions, vous pouvez nous écrire. C'est Rico qui va vous répondre, vous assister là, du mieux qu'il peut. Mais sachez que pour tout ce qui est volume, etc., c'est de votre côté que vous devez gérer cet aspect-là. Donc, petite note à tous. Donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne un moment, parce que vous le savez sûrement qu'aujourd'hui, c'est le 28 avril, c'est le jour de deuil.
Donc, ce matin à 11 heures, on a pris un petit moment de silence pour rendre hommage aux personnes qui sont touchées de près ou de loin par des accidents en milieu de travail. Mais aujourd'hui, on veut aussi aborder le sujet pendant le webinaire parce qu'on veut vous inviter également à prendre un moment, mais un moment pour vous poser la question face à votre engagement à améliorer la santé et sécurité dans votre milieu de travail, pas seulement pour vous, mais également pour vos collègues. J'en profite également pour vous parler de la Fondation Fil de Vie. Peut-être que vous connaissez plus la Fondation sous le nom de Threads of Life. En fait, SPI est associé avec eux depuis plus de 3 ans. Leur mission, en fait, à eux, c'est de exactement accompagner les personnes et les familles qui sont touchées de près ou de loin par des tragédies en milieu de travail. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on vous invite à aller visiter leur site web parce que SPI participe à l'événement Steps for Life, qui est une marche pour ramasser des dons. Donc, si vous avez envie de participer ou donner un don ou aller marcher vous aussi, toutes les informations sont sur le site web. Merci Audrey. Donc, effectivement, super belle cause. Important de souligner cette journée de deuil en ce 28 avril. Donc, comme on vous l'a dit, on rentre dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler, évidemment, on va réviser là, une revue express, je dirais, de la norme CSA Z94.4 et des changements sur le marché actuel. Également, on va revoir les grandes variétés, on va voir, pardon, les grandes variétés de produits disponibles quand on parle de respirateurs d'urgence. Et on va aussi avoir des conseils sur l'utilisation, mais aussi la limitation de certains produits là, à l'aide de cas pratiques, mais également aussi par industrie. Donc, Guy va nous éduquer à ce niveau-là. Juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, des informations importantes pour les nouveaux qui se joignent peut-être pour la première fois. Le webinaire est d'une durée de 60 minutes. Comme je vous disais, si vous avez des questions, des problèmes techniques ou vous voulez des clarifications sur des notions présentées, vous pouvez utiliser la boîte de questions à votre écran. Donc, je vous invite à la repérer. C'est vraiment important. On voit votre nom, mais on ne sait pas nécessairement de quelle entreprise vous êtes. Donc, si vous avez une question spécifique, et de savoir que nous, on sache dans le fond de quelle entreprise vous venez pour vous aider adéquatement, bien, n'hésitez pas à l'indiquer. Ceux qui veulent la tester, allez-y, on va vous dire si on vous voit, on voit vos questions ou vos coucous. Aussi, il va y avoir des questions interactives durant la présentation. Vous devez répondre à votre écran et non dans l'endroit où je viens de vous indiquer là, pour les questions. Quand même que vous répondiez dans cette boîte-là, nous, on ne verra pas vos résultats à l'écran. Finalement, la présentation PowerPoint que vous voyez à l'écran, elle n'est pas disponible. On ne la partage pas. Par contre, le webinaire sera disponible en rediffusion. Donc, pour ceux qui malheureusement, pour avoir un imprévu ou que des collègues ne pouvaient pas assister, bien, sachez qu'on va vous envoyer le lien de rediffusion là, dès demain. Je pense que tout est dit, Audrey. Oui, effectivement. Donc, alors, sans plus tarder, bien, on va débuter avec les normes. Oui, Bruce, est-ce que tu pourrais nous faire une petite revue express des normes CSA Z94.4-18 et la Z180.1-19, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Audrey. Essentiellement, quand on parle d'exigences normatives au Canada et qu'on parle de protection respiratoire, essentiellement, on va parler de ces deux normes. La Z94.4, trait d'union 18, touche l'ensemble de la protection respiratoire, puis je vais rentrer un petit peu plus en détail sur ça. Fait que donc, dans son titre, on comprend que c'est le choix, l'entretien et l'utilisation des respirateurs. Fait que ça va toucher l'ensemble de la protection respiratoire, mais aussi au niveau d'un programme de protection respiratoire que je vais en faire allusion un petit peu plus tard. Le 18 indique 2018. Donc, c'est, si ma mémoire est fidèle, son 5e édition. Et on les revoit, nos standards, aux 5 ans. Donc, on peut prévoir la 6e édition, si tout se passe bien, en 2023. Et la norme Z180.1, trait d'union 19, c'est une norme qui accompagne la norme respiratoire, je peux l'exprimer comme ça. Ça touche qu'est-ce qu'on comprend par la qualité d'air. Donc, l'air comprimé, respirable et ses systèmes connexes. Donc, évidemment, si on travaille avec un appareil qui a un air comprimé comme un cylindre d'air, quoi que ce soit, mais on s'attend, ou un système d'adduction d'air, que ces unités-là aient une qualité d'air qui est respirable, bien sûr. Ici, Bruce, on voit plus au niveau de la norme CSA Z94, plus au niveau des choix, de l'entretien et l'utilisation des respirateurs, c'est ça? Oui, absolument. Comme j'ai mentionné plus tôt, c'est l'ensemble. Et
plus que ça encore, c'est vraiment l'administration d'un programme de protection respiratoire. Puis à l'intérieur de cette administration-là, on comprend qu'on va retrouver les rôles, les responsabilités, tant au niveau de l'employeur que les employés. On va trouver également des notions de formation, des notions d'essais d'ajustement, soit qualitatifs, quantitatifs et de divers types d'essais. Et tout l'ensemble, même des rapports médicaux au niveau de l'habileté d'utiliser les équipements respiratoires et tout. Fait que c'est l'ensemble de tout ça qui donne vraiment le programme de protection respiratoire. Vous avez peut-être entendu parler dans d'autres webinaires, surtout avec la protection qu'on échappe. Je vous ai énuméré excusez, je cherche mon mot en français, une gamme complète de normes. C'est l'anglais qui sort en moi, désolé. Mais je pense en protection contre les chutes, on parle de 13 normes en tout. Ici, on parle essentiellement d'un seul norme respiratoire, puis il y a une petite raison pour ça. Essentiellement, on ne fait pas d'essais sur les équipements respiratoires ici au Canada dans nos standards canadiens. C'est-à-dire, on ne met pas les équipements respiratoires à l'essai. On utilise vraiment la classification qu'on trouve aux États-Unis qu'on appelle NIOSH. Fait qu'on se base sur NIOSH pour avoir une hiérarchie de protection, les facteurs de protection des divers types de respiration et tout ça. Fait qu'à l'encontre des autres normes, si je peux l'exprimer comme ça, on se fie sur les États pour la classification et tout au niveau, non seulement les types de respirateurs, les cartouches, les filtres, etc. On va se référer à NIOSH. Essentiellement aussi, quand on parle de combat d'incendie ou quoi que ce soit, on va se référer à NFPA, qui est encore une fois une norme publiée aux États-Unis. L'air respirable, comme je vous ai mentionné plus tôt, il est conjoint avec la norme sur la protection respiratoire pour le simplement et la bonne raison qu'on veut s'assurer de la qualité d'air respirable dans nos unités de protection respiratoire. Essentiellement, grosso modo, très résumé, c'est les deux normes qui nous guident au Canada tant qu'en protection respiratoire. Évidemment, Bruce, si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent se procurer la norme sur le site de CSA, le guide. Oui, avec, tous sont disponibles sur les normes, sur les sites de CSA. Et je crois aussi le CNESST, je pense qu'ils sont disponibles via le CNESST Oui, probablement. aussi. Ouais. OK, super. Merci beaucoup, Bruce. Donc, maintenant, Guy, on va rentrer tête première dans les solutions pour sortir en toute sécurité, sans mauvais jeu de mots, disons-le. Donc, ligne de défense. Pas certaine exactement là, de ce que tu veux dire. Je te laisse nous éclairer à ce moment-là. Parfait. Merci beaucoup, Amélie. Donc, au niveau des lignes de défense, ce qu'on veut dire, c'est que avant d'être impliqué au niveau des équipements de protection individuels, dans l'usine, au niveau des procédés, les ingénieurs vont avoir développé des procédés. Puis, dans ces équipements-là, il y a des paramètres de sécurité qui sont à respecter, des devis qui rencontrent certaines normes. Ça, c'est ce qu'on appelle la première ligne de défense. La deuxième ligne de défense, c'est que, advenant un bris avec les lignes primaires, avec les mécanismes primaires de sécurité, à ce moment-là, on va avoir soit des bassins de rétention ou des enceintes pour contrer une problématique avec les premières unités de sécurité. Puis finalement, en plus, on va avoir au niveau des intervenants d'urgence qui vont arriver eux autres de l'extérieur, soit même à partir de l'usine ou par des organismes externes. Et ces gens-là vont intervenir avec des équipements de protection personnels basés sur les niveaux de risque qui sont rencontrés ou qui peuvent être rencontrés lors des différentes situations. Donc, Guy, les dangers et les risques industriels, évidemment, sont nombreux, mais je pense que les 3 dangers industriels les plus courants qui peuvent représenter un risque élevé là, pour le système respiratoire humain sont le feu, les toxines puis le manque d'oxygène. C'est bien ça? Oui, effectivement, ça couvre la majorité des risques. Au niveau des risques d'incendie, bien entendu, ce qu'on visualise, ce qu'on peut voir, c'est oui, il y a des flammes, c'est dangereux, mais comme on voit souvent dans les rapports d'incidents ou d'accidents, les flammes, ce n'est pas vraiment ça qui est mortel pour les individus. C'est les gaz qui sont dégagés lors des incendies comme tels.
les fumées de feu, mais aussi les autres gaz qui sont dégagés par la combustion, que ce soit au niveau des matériaux synthétiques et tout. C'est ces produits-là qui, en quantité importante, vont affecter au niveau de la protection, de la respiration au niveau humain. Puis peut-être, Guy, j'en comprends, les trois sont dans un sens interreliés. Hein. Évidemment, si on a des contaminants qui sont présents, dépendamment de notre atmosphère, forcément, ça peut amener un manque d'oxygène aussi. Fait qu'il y a une relation entre les trois nécessairement. Oui, ce qu'on appelle souvent une synergie, là, c'est que on ne se retrouvera pas juste avec un élément, mais ça va être une combinaison de plusieurs éléments. Au niveau des produits chimiques, encore là, en industrie, mais assez souvent, les gens vont utiliser des intrants, des produits qui servent dans leur procédé. Donc, ces produits-là, advenant une situation d'urgence ou une situation problématique, mais il peut y avoir des émanations qui sont dues soit lors des fuites de réservoirs, lors d'un bris d'équipement, puis un écoulement ou quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, ces produits-là peuvent se retrouver à l'air libre ou en dehors de leur confinement normal et à ce moment-là causer ou poser un risque aux intervenants ou aux travailleurs sur place. Puis finalement, mais le manque d'oxygène, bien entendu, là, ce qu'on voit, on a une photo avec un espace clos, mais le manque d'oxygène peut être aussi en environnement ambiant, pas nécessairement dans un espace clos, du fait aussi que assez souvent, dans certaines industries, pour faire des nettoyages de réservoirs ou de citernes ou de lignes de transmission de produits, ils vont utiliser ce qu'on appelle des agents là, pour purger les lignes. Souvent, ça va être des gaz inertes, soit de l'azote ou de l'argon. Mais ces gaz-là, s'ils se répandent dans l'air ou dans un environnement, mais ces gaz-là vont carrément prendre la place de l'oxygène. Et à ce moment-là, si le niveau d'oxygène baisse, ça devient problématique pour les intervenants là, ou les travailleurs dans le secteur. On a une petite question pour vous, notre auditoire. Donc, Guy vient de vous présenter les 3 types de dangers les plus courants, mais on veut savoir pour vous lesquels sont les dangers que vous faites ce que vous faites face sur votre lieu de travail. Donc, vous avez 3 choix: risque d'incendie, rejet d'éléments toxiques, manque d'oxygène. Vous pouvez répondre A, B ou C si c'est votre réalité. On vous donne 30 secondes pour y répondre. Donc, vous allez voir à l'écran. Et voilà. Donc, vous pouvez répondre. Pendant que vous prenez le temps de répondre par rapport à vos risques, on a une question intéressante quand même par rapport à avoir une preuve de formation. Je vais le mentionner à tout le monde, on ne peut pas vous donner, ce n'est pas une formation aujourd'hui, mais bien une conférence, un webinaire éducatif, mais on peut vous donner une attestation de participation, par exemple. Donc, ça, si ça peut vous aider, vous n'avez qu'à nous envoyer un petit message, là, nous l'indiquer dans le sondage, peut-être à la fin, et puis ça nous fera plaisir là, de vous envoyer ça par la suite. Donc, encore quelques secondes pour répondre au sondage. Parfait. Super. Donc, les résultats sont quand même intéressants. C'est assez partagé. Donc, les plus grands risques auxquels vous faites face sont les rejets d'éléments toxiques et les manques d'oxygène. Est-ce que vous êtes surpris, les experts? Non, moi, je pense que c'est. Ça va de main dans la main un peu, oui, effectivement. Ouais. C'est sûr qu'il y a toujours il peut y avoir un risque d'incendie, mais assez souvent, c'est quelque chose qu'on a moins le contrôle dessus, tandis que, ou qu'on est moins, on a moins de contrôle ou on est moins à même de constater ou d'évaluer comme tel. C'est sûr qu'en présence de produits chimiques, il y a un risque associé. Puis avec des espaces clos, mais il y a toujours un risque ou à d'autres endroits d'avoir un manque d'oxygène. Donc, moi, je ne suis pas surpris avec les résultats. Toi, Bruce? Non, pas du tout. Je m'y attendais un peu. Évidemment, un risque d'incendie, c'est pas quelque chose qu'on vit nécessairement, si tu peux le dire au quotidien nécessairement. Des fois, c'est vraiment quelque chose de ponctuel. Par contre, quand on utilise des produits chimiques dans nos procédés ou quoi que ce soit, mais le risque est toujours présent. Excellent, merci messieurs. Donc, le prochain tableau qu'on va vous montrer, je dois te le dire, Guy, est vraiment très bien fait. Donc, on va voir différentes situations là, avec chaque protection nécessaire, puis la solution Drager recommandée. En fait, là, le tableau qu'on a voulu bâtir, c'est vraiment pour déterminer quel type de protection respiratoire est le plus approprié aux situations qu'on va rencontrer. Donc, un des éléments qui est important à considérer, c'est par rapport aux
au procédé d'évacuation, aux routes d'évacuation, est-ce que les distances sont longues? Si on parle dans un entrepôt, dans un laboratoire, dans une mine souterraine, mais pour avoir accès à un endroit sécuritaire, les distances peuvent être longues. Donc, à ce moment-là, c'est un élément qui est à considérer. On va devoir avoir un équipement qui va nous donner une protection pour une période plus longue avant d'arriver à un site, qui est sécuritaire. L'autre élément qui est à considérer, c'est vraiment au niveau de l'air ou de l'endroit dans lequel on est. Est-ce que l'air ambiant va être modifié ou peut être altéré de façon à ce qu'on puisse utiliser ou non un type d'équipement. Si on se retrouve dans un endroit où on sait qu'on a des concentrations de produits chimiques, un produit chimique, on en connaît les concentrations et on sait que s'il y a une fuite ou il y a un déversement, on va se retrouver avec une concentration donnée et cette concentration-là nous permet de pouvoir utiliser un élément filtrant, une cagoule ou un masque à cartouche ou une cagoule d'évacuation. Donc, à ce moment-là, on peut utiliser la cagoule avec un filtre pour évacuer. On sait on va savoir que la cartouche va être efficace pour cette concentration de contaminants chimiques-là. Donc, on va pouvoir, de façon sécuritaire, se rendre à un lieu où on va pouvoir, là, un lieu de rassemblement, comme on dit souvent, là, un point de rassemblement où ça va être sécuritaire de se retrouver à cet endroit-là. Puis, Guy, si on parle d'un élément filtrant, on sous-entend que le niveau d'oxygène est suffisant à ce moment-là pour les utiliser. Oui, définitivement, là, quand on parle au niveau de l'air ambiant, tant au niveau de la concentration des éléments chimiques, mais aussi, il faut s'assurer qu'il y ait un niveau acceptable au niveau de l'oxygène dans l'air ambiant, parce que ces équipements-là, un filtre, ne substituera, ne substituera, ne, ne sub- Je ne déteins sub- sur toi, Guy. ne substituera pas d'oxygène ou d'air comme tel. Ça fait simplement filtrer le contaminant. Donc, effectivement, Bruce, ça prend un endroit dans lequel on sait que les niveaux d'oxygène vont être maintenus à des niveaux acceptables. L'autre élément, on parlait un petit peu au niveau des distances et tout. Si on se retrouve avec des distances qui sont plus longues, à ce moment-là, ça va nous prendre un appareil qui va pouvoir nous donner des autonomies qui sont plus longues. Donc, on parle peut-être des unités de 30 ou 60 minutes. Contrairement aux filtres, les filtres sont approuvés pour une évacuation de 15 minutes. Donc, si on va aller plus loin, les distances sont plus longues, c'est-à-dire, donc, puis on ne sait pas nécessairement aussi, comme Bruce mentionnait, au niveau des niveaux d'oxygène et au niveau de la concentration des produits chimiques. Souvent, on peut se retrouver avec plusieurs produits chimiques, on pourrait se retrouver dans une situation où on ne peut pas déterminer la concentration maximale auquel on pourrait être exposé. Mais à ce moment-là, on ne peut pas dépendre de l'air ambiant pour avoir un filtre. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va avoir, il y a deux types d'équipements. On peut avoir un équipement avec un cylindre d'air comprimé, avec soit une cagoule ou une partie faciale. Et l'autre version, c'est qu'on peut avoir un appareil qui va être autonome en lui-même, mais qui n'aura pas de cylindre d'air comprimé. Ça va vraiment être de l'oxygène chimique comme tel qui va réagir là, avec l'air expiré. L'humidité de l'air expiré en contact avec ce produit-là va générer de l'oxygène, puis on va être en mesure de respirer avec cet appareil-là là, pour une autonomie soit de 30 ou 60 minutes. Exactement. Puis quand on parle d'un équipement d'évacuation avec air comprimé, si on reparle de nos normes CSA qu'on a vues brièvement, mais évidemment, c'est là où notre fameux Z180.1 rentre en ligne de compte avec l'air expirable. C'est un bon point. Puis l'autre chose, c'est qu'au niveau, pourquoi qu'on a deux subdivisions ou deux catégories, c'est qu'au niveau des appareils avec de l'air comprimé, ces appareils-là peuvent, la plupart du temps, sont réutilisables, mais nécessitent un entretien qui est plus régulier, plus fréquent. On doit faire un remplacement d'air, on doit faire des vérifications sur une base régulière, s'assurer que les cadrans sont dans telle plage. Tandis qu'avec les appareils autosauveteurs, ces appareils-là, c'est des appareils à usage unique comme les masques, les cagoules à cartouche, mais aussi qui ont une durée de vie là, prédéterminée, soit de 5 ou 10 ans, dépendamment de l'utilisation qu'on en fait lors des applications. Puis finalement, le troisième élément, qui couvre plus les situations où un groupe d'individus pourrait être appelé ou pourrait être sujet à une catastrophe ou une situation d'urgence. Donc, à ce moment-là, puis on n'est pas capable de déterminer les distances très longues. Je mentionnais un petit peu plus tôt au niveau des mines, des opérations souterraines, que ce soit des mines, des tunnels aussi. Donc, à ce moment-là,
la porte de sortie ou la route pour évacuer l'endroit. Des fois, lorsqu'on fait du forage ou un tunnel ou quoi que ce soit, on est face à un mur, puis la sortie est en arrière. S'il y a une problématique en arrière de nous, il y a un incendie ou quoi que ce soit, mais à ce moment-là, ces gens-là ils ont définitivement pas de porte de sortie, comme on peut dire. Donc, il y a des équipements qui sont possibles qui permettent de protéger un groupe. En fin de compte, c'est comme une chambre, c'est un caisson de survie dans lequel plusieurs personnes peuvent entrer ou se diriger. Puis, c'est fait sur mesure, ça, dépendamment des applications. On peut avoir des chambres qui peuvent accommoder 10, 12, 15 personnes pendant 24, 36, 48 heures, dépendamment des législations provinciales, des réglementations provinciales. Je sais qu'au Québec, ici, au niveau des unités de survie pour les opérations de sauvetage, ça prend une enseigne qui est capable de supporter la vie pour un minimum de 72 heures. Donc, c'est un caisson qui est à pression positive. Les gens entrent là-dedans. L'air est respirable. On filtre la mauvaise air expirée, les mauvais produits, le CO2, et on injecte de l'oxygène. Puis les gens peuvent rester dans cette enceinte-là, dans ce caisson-là, pendant une période prolongée qui peut aller jusqu'à 72 heures. C'est intéressant. Si on pense aux miniers, là, je me souviens plus, c'était au Chili qui avait été Oui. pris là, dans la mine pendant plusieurs semaines. Là. Les mines ont déjà, dans la structure d'analyse de risque, ils sont obligés, dans les mines souterraines, à chaque kilomètre, ils sont obligés d'avoir un refuge minier. Mais dans les opérations où ils sont en zone de développement, ils ont peut-être juste 500 mètres de fait. Ils n'ont pas encore établi un refuge permanent, mais ils doivent avoir une chambre temporaire, mobile, qui vont déplacer avec eux, avec la progression des travaux. C'est dans ces endroits-là que les gens peuvent se réfugier advenant un incident, là, que ce soit un incendie ou une explosion ou quoi que ce soit. Heureusement, les solutions évoluent malheureusement, avec les tragédies, mais au moins ça évolue. Oui, définitivement. Puis les situations, on parlait au niveau des mines, mais au niveau des tunnels, je sais que même dans la région métropolitaine ou dans les régions au Canada, que ce soit au niveau des métros, des tramways, ces choses-là, des trains légers sur rail, à un moment donné, il faut qu'ils traversent, ils ont des sections qui sont souterraines, puis il y a beaucoup de forage qui se fait. Puis dans ces situations-là, les gens vont avoir des caissons. C'est pas souvent, il y a 3 ou 4 travailleurs, une quantité réduite de travailleurs, mais on peut avoir un caisson qui va être compatible pour recevoir 4 ou 6 travailleurs. Ce n'est pas nécessairement des grosses chambres, mais juste le fait d'avoir un caisson qui est adapté aux besoins, mais ça va procurer un endroit sécuritaire pour ce type de travail-là ou d'application-là. Donc, on va toucher 2 éléments là, parmi les 4 qui ont été présentés, principalement au niveau des cagoules filtrantes pour évacuation et puis au niveau des autosauveteurs là, à oxygène chimique comme tel. Donc, c'est les deux équipements sur lesquels on va passer un petit peu plus de temps. Oui, également, je crois que tu avais une vidéo pour nous montrer le respirateur d'évacuation Parat. Donc, on va lancer la vidéo. La vidéo, il dure 17 secondes. Je vous avertis, il n'y a pas de son, donc inquiétez-vous pas, il n'y a pas de problème technique. C'est vraiment pour vous montrer qu'en moins de 4 secondes, 4,20 secondes, j'allais dire 4 minutes 20, mais je pense que vous n'auriez pas suivi. Vous pouvez endosser le système d'urgence. Donc, on va partir la vidéo. Donc, tout le monde a bien vu la vidéo. Effectivement, 4,20 secondes et non 4 minutes 20, comme je disais avant dans la pratique générale. On a bien ri. Je pense que, comme Audrey disait, on n'aurait pas survécu à 4 minutes 20 ici. Donc, Guy, on parle de la série Parat. Donc, Draeger propose évidemment plusieurs modèles en fonction du risque spécifique. Il y a le 4900, le 5500 puis le 7500. C'est quoi les différences là, entre ces 3 modèles-là? OK. Mais premièrement, j'aimerais juste spécifier que vu que c'est catégorisé comme un appareil d'évacuation, que ce soit ça ou les Oxy qu'on va voir un petit peu plus tard, c'est des appareils qui sont à utiliser ou endosser
lorsqu'on veut évacuer. On ne peut pas décider qu'on va endosser cet appareil-là pour aller faire une procédure. C'est-à-dire, je vais mettre cette cagoule-là pour aller fermer une valve ou un robinet, une robinetterie ou quoi que ce soit. C'est vraiment un équipement d'évacuation. L'approbation CSA, la catégorie de type d'équipement de protection respiratoire, c'est vraiment pour évacuer. L'autre chose, c'est que c'est des appareils à usage unique. Donc, à ce moment-là, ils ont une durée de vie. On va le voir un petit peu plus tard au niveau de certaines des caractéristiques, mais on peut se servir de ça simplement une seule fois. La raison est qu'on ne peut pas faire de décontamination et au niveau de l'exposition, au niveau du filtre, on ne sait pas la qualité, pas la qualité, mais la quantité du produit filtrant qui aura été utilisé. On ne peut pas réutiliser une cartouche comme telle. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment une application à usage unique. Puis, Guy, dans ce cas-là, est-ce que, étant donné que c'est un cagoule avec un élément filtrant, est-ce qu'on peut changer le filtre à titre d'exemple? Oui, mais ça, c'est une des caractéristiques. La durée de vie totale d'une cagoule comme ça, on parle de 16 ans, dont après 8 ans, on peut remplacer le filtre. Bien entendu, quand on dit c'est gardé dans son étui original avec les scellés et tout. Après 8 ans, on peut ouvrir, remplacer la cartouche et on remet un scellé et ça peut être réutilisé de nouveau. Donc, la durée de vie de ces appareils-là, si on répartit le coût d'achat initial sur une période de 16 ans, bien, ça revient pas tellement cher au niveau du coût comme tel. La différence entre les trois versions, c'est simplement au niveau du filtre comme tel. Les produits qu'il y a à l'intérieur, les produits filtrants, sont différents entre le 4900 et le 5500. Ils sont un pour les fumées, les gaz industriels, les produits chimiques. Le deuxième, le 5500, c'est vraiment pour les fumées d'incendie, la combustion des produits combustibles au niveau lors des incendies. Et le 7500, qui est une combinaison des deux filtres précédents, là, que je vous ai parlé, 2 cartouches. Donc, combine autant qui vous offre une protection autant pour les fumées d'incendie que pour les produits chimiques, les vapeurs de produits chimiques. L'avantage d'une cagoule dans une situation comme ça, c'est qu'on n'est pas avec comme un embout buccal. On a la bouche, donc on peut endosser la cagoule. Vous avez vu dans la vidéo, c'est relativement facile. Quelqu'un qui porte des verres correcteurs peut toujours porter des verres à l'intérieur, comparativement à mettons, une partie faciale ou un embout buccal, ça peut être plus difficile. Puis, l'autre élément, c'est que si vous avez à utiliser un radio ou un walkie-talkie ou un radio ou peu importe, mais vous êtes capable de parler avec la cagoule. Tandis que si vous avez un embout buccal, à ce moment-là, vous ne pouvez pas parler. Là, vous avez la pièce buccale qui est dans la bouche, donc à ce moment-là, on ne peut pas parler en même temps. L'autre élément, c'est qu'aussi avec la visière, mais ça va vous protéger des fumées comme telles au niveau des yeux. Oui, on protège au niveau respiratoire, au niveau des poumons, mais on va protéger aussi au niveau des yeux. Si c'est un produit qui est irritant au niveau des muqueuses des yeux ou quoi que ce soit, à ce moment-là, avec la cagoule, on offre une protection à ce niveau-là. Il y a différentes configurations pour un ou l'autre des versions. On peut avoir une version avec un boîtier rigide. Si on regarde en bas à gauche, le boîtier rigide, c'est quelque chose qu'on peut installer au mur. Certains vont le porter à la ceinture, mais c'est davantage pour les unités qui vont être laissées là, en permanence dans des locaux. Ça peut être dans un laboratoire, ça peut être à la sortie ou dans des caches ou dans des endroits spécialisés où il va y avoir une quantité d'appareils qui sont à utiliser en cas de situation d'urgence. Ou on peut l'avoir dans un boîtier qui est souple, un étui souple. Ça, c'est plus une configuration ou une version qui va être utilisée là, en usine, souvent au poste de garde, lorsque des visiteurs viennent, qui vont aller sur le site. Mais à ce moment-là, ces gens-là, on peut leur remettre là, un appareil qui est dans un étui ou une pochette souple, qui peuvent accrocher sur eux autres, soit avec un mousqueton ou une pince alligator. Guy, on a une question. Est-ce il y a des cartouches pour du chlore gazeux? Oui, la cartouche pour les produits chimiques est bonne pour environ une quinzaine de produits. On a une liste de produits pour lesquels NIOSH a fait des tests et on est capable là, de déterminer, là, on a une quinzaine de produits chimiques qu'on est capable de vous fournir là, les niveaux de protection pour les gaz toxiques.
Super, merci beaucoup, Guy. Donc, on va commencer à parler un petit peu du 4900 et 5500 dans le Parrot. Puis ces deux-là, en fait, sont utilisés pour ce qui est la maintenance, réparation d'équipements en machinerie, c'est ça? Oui, en fait, là, les 4 prochaines présentations ou les 4 prochaines photos, là, c'est juste pour vous démontrer un petit peu les scénarios ou les types d'applications dans lesquels on pourrait se servir de ces appareils-là. Donc, dans ce cas-ci, l'appareil que la personne porte à la ceinture, c'est un appareil là, qui est dédié pour soit au niveau des incendies ou combiné avec une fuite de produits chimiques. Donc, si on voit l'opérateur ici au niveau de machinerie dans une usine, dans un plan de production. Ça peut être une question au niveau des opérations courantes ou lors d'arrêt de production. Mais à ce moment-là, les travailleurs peuvent porter sur eux cet équipement-là. Donc, advenant une fuite ou une problématique, ils ont juste endossé rapidement là, la cagoule pour se diriger à un endroit sécuritaire. Maintenant, tu vas parler du modèle 5500 qui est utilisé en mode sauvetage, si je ne me trompe pas? Oui, beaucoup au niveau en incendie, dépendamment encore au niveau des réglementations. En Europe, au niveau des sapeurs-pompiers en Europe, doivent avoir avec eux, sur eux, lorsqu'ils entrent dans des bâtiments, puis ils savent qu'il y a des victimes, mais ils vont entrer, ils vont apporter avec eux une cagoule d'évacuation. Donc, encore là, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, au niveau des incendies, le risque majeur est au niveau des vapeurs ou des gaz toxiques qui sont émis lors de la combustion des produits. Donc, à ce moment-là, si les pompiers entrent dans une bâtisse et arrivent sur place puis voient des gens qui sont conscients, qui peuvent sortir d'eux-mêmes, mais qui n'ont pas de protection respiratoire, mais à ce moment-là, chaque pompier traîne avec eux autres ou apporte avec eux autres une cagoule pour pouvoir porter assistance là, à des personnes qui seraient pris dans un endroit où ils ne peuvent pas évacuer. Donc, le 5500, Guy, on l'utilise pour les évacuations en cas d'incendie. Oui, principalement. On a vu le cas précédent là, lors d'un incendie là, probablement plus résidentiel, mais dans ce cas-ci, on peut avoir aussi dans des bâtiments administratifs, dans des bureaux, quoi que ce soit, sur un site industriel. Mais à ce moment-là, au même titre qu'on peut avoir des extincteurs portatifs qui vont être sur le mur pour le combat d'incendie. Encore là, dépendamment de la configuration de la bâtisse, si c'est une bâtisse à 2, 3 ou 4 étages, mais à ce moment-là, la distance à parcourir pour se rendre à un point de rassemblement ou un point sécuritaire, à ce moment-là, on pourrait avoir des cagoules qui sont positionnées à différents endroits stratégiques, identifiés avec des panneaux et tout, que les gens peuvent aller endosser, puis après ça, évacuer pour se rendre à un site là, sécuritaire. Finalement, le 7500, c'est le dernier, mais non le moindre, avant qu'on passe au Oxy. C'est pour l'évacuation d'incendies puis de gaz industriels. Définitivement, dans un endroit où, dépendamment des produits chimiques qui sont utilisés, si c'est une raffinerie ou quoi que ce soit, qui a un risque des matériaux combustibles ou des produits combustibles, qui a un risque plus élevé, même au niveau des incendies, à ce moment-là, ce qui serait recommandé, ce serait d'avoir un appareil qui est combiné, qui va faire filtrer tant au niveau des produits chimiques qu'au niveau des fumées d'incendie. Excellent. Ici, remplacement du filtre, enfilage facile. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, mais ça, c'est un petit peu au niveau des caractéristiques, un sommaire des caractéristiques. On a parlé, j'en ai glissé un mot un petit peu plus tôt. Au niveau de la durée de vie, on parle de 16 ans au total avec un remplacement de filtre là, après 8 ans. Donc, au niveau coût, mais on doit calculer là, sur une durée de vie de 16 ans au total. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis, au niveau de l'endossement ou l'enfilage, encore là, quelqu'un qui a les cheveux longs, de la barbe, des lunettes, mais on n'a pas les contraintes qu'on aurait avec une partie faciale, un full face, comme on appelle, un plein visage. Donc, la cagoule permet d'accommoder en situation d'urgence des gens qui, normalement, ne porteraient pas une protection respiratoire, mais en situation d'urgence. Mais la cagoule permet d'accommoder et de donner une protection respiratoire adéquate pour évacuer lors d'un sinistre ou d'une situation là, problématique. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler du respirateur d'urgence Oxy. Donc, il y a le modèle 3000 et le modèle 6000. Oui, les Oxy, c'est principalement beaucoup utilisé au niveau des opérations souterraines, que ce soit au niveau des mines ou au niveau des tunnels.
mais ça peut être dans un endroit, dans d'autres endroits aussi, où que ce soit au niveau des tunnels d'inspection, au niveau des canalisations, des d'égouts, dans des stations d'épuration avec beaucoup de canalisation, les gens peuvent porter ou apporter avec eux cet appareil-là, puis advenant une problématique, mais ils peuvent endosser. Puis ça permet d'avoir une durée d'autonomie de 30 ou 60 minutes. Donc, c'est vraiment dans des endroits où on est éloigné du point de rassemblement ou d'un point sécuritaire. Donc, encore une fois, rien de mieux qu'une image, qu'une vidéo, disons-le. Donc, on va partir une petite vidéo. Il n'y a pas de son toujours. La vidéo dure 23 secondes, puis c'est vraiment pour vous montrer qu'en moins de 10 secondes, vous pouvez endosser le système d'urgence. Donc, je lance ça à l'instant. Super, donc on voit que le 10 secondes, c'est pour avoir l'embout dans la bouche, là, vraiment pour respirer, puis après, il met les lunettes, hein, Guy? Oui, c'est ça. Donc, une fois qu'on a l'embout buccal et on met le pince-nez, là, on est isolé de l'air ambiant. Donc, peu importe que les concentrations soient très élevées d'un produit chimique, mais à ce moment-là, on ne dépend plus de l'air ambiant comme tel, donc on va respirer. Bien entendu, c'est ce qu'on appelle un circuit comme semi-fermé. Les gens vont peut-être se poser comme question en voyant l'appareil. Effectivement, les gens respirent la même air, le même produit pendant 30 ou 60 minutes. Donc, on réinjecte de l'oxygène et à ce moment-là, le niveau d'oxygène est acceptable au niveau respiratoire. Donc, on respire le même air là, pendant 30 à 60 minutes, là, dépendamment de 30 ou 60 minutes, dépendamment de la configuration. Les deux unités fonctionnent de la même façon. C'est un petit peu comme les parades tout à l'heure. La différence, c'est qu'il y en a un que la cartouche est un peu plus petite. Le produit réactif qui va générer de l'oxygène va générer pour une durée plus limitée de 30 minutes, tandis que l'autre, c'est 60 minutes. La cartouche de produit réactif est plus grosse. Les autres composantes, que ce soit au niveau des lunettes étanches, au niveau du sac et du volume, c'est tous la même chose. Donc, c'est vraiment une question de configuration. Souvent, ce qu'on va rencontrer, c'est que les unités 30 minutes peuvent être portées à la ceinture, tandis que les unités 60 minutes vont être transportées. Les gens vont le porter en bandoulière, ils vont arriver à leur poste de travail ou dans un véhicule de travail, que ce soit au niveau minier ou au niveau tunnel. Ils ont de la machinerie qu'ils doivent opérer. Et à ce moment-là, il faut qu'ils soient à proximité d'eux. Donc, on regarde, là, si on regarde en bas, la rangée du milieu à l'extrême droite, on a un support mural. Donc, les gens vont transporter l'appareil. Lorsqu'ils vont arriver dans le véhicule, ils vont le mettre dans cet étui-là ou cet étrier-là pour faire en sorte qu'advenant une situation d'urgence, ils ont accès rapidement et ils peuvent endosser l'appareil comme tel. Donc, puis l'autre chose, si on regarde au niveau formation, la dernière ligne en bas, comme les unités parades, ce qui est important avec ces unités-là, vous avez vu sur les vidéos, 4 secondes, 7 secondes, mais pour être capable d'endosser ça dans des temps vite comme ça, ce n'est pas une course, mais il y a des situations où les conditions sont changeantes très rapidement. C'est pas long que si tu as une fuite de gaz, puis tu es à l'extérieur, il y a du vent, le nuage de fumée toxique peut se ramasser, se déplace rapidement. Donc, si vous êtes exposé à ce nuage-là, ça vous prend une minute avant d'endosser l'appareil, ça peut être un temps qui est critique et qui va être fatal comme tel. Donc, à ce moment-là, il faut endosser rapidement. Pour endosser rapidement, c'est les appareils d'urgence, hein, fait qu'on ne se sert pas de ça à tous les jours. Donc, ce qui est important, c'est de faire de la formation et répéter. Puis, pas une forme. Oui, on va donner une formation initiale, mais dans le cadre des cours de santé-sécurité, de répéter des formations à des fréquences données, que ce soit aux 6 mois ou une fois par année. Puis pas juste question vidéo. On a développé des unités de formation, comme on voit ici à l'écran. On a avec des embouts buccaux spécifiques. Donc, chaque personne peut avoir son propre embout buccal, va faire la démonstration, va ouvrir le boîtier, va endosser l'appareil. Parce que en situation d'urgence, ça fait 2 ans et demi que oui, tu as vu ça quand tu es rentré avec la compagnie. J'ai vu une vidéo là-dessus, mais je n'ai pas rien fait depuis. Mais quand il va arriver, c'est une situation, les conditions ambiantes peuvent être différentes. Il peut faire chaud, on peut être en pleine noirceur, il n'y a pas de visibilité zéro. Il faut que ça devienne un automatisme d'ouvrir et d'endosser l'appareil
faut que tu sois capable de faire ça comme les yeux fermés, comme on peut dire. Donc, à ce moment-là, les unités de formation sont intéressantes, sont très utiles pour justement former les travailleurs, mais les habiliter à ce qu'ils deviennent très familiers avec les appareils si jamais ils ont à les déployer ou à les utiliser. Il faut penser au facteur humain aussi, là, de le faire dans une condition structurée versus dans une condition de stress et tout ça. Là. Donc, c'est à prendre en considération. Donc, je pense que c'est vraiment important la formation. Puis, des fois, de la formation non planifiée aussi peut être une bonne préparation en amont, une bonne gestion en amont de la santé et sécurité là, de vos travailleurs. Ouais, définitivement, c'est un bon point. Puis, moi, j'ai vu dans certaines industries ou certaines mines qu'ils vont se promener lorsqu'ils font, mettons, une évaluation ou un audit au niveau des procédures de sécurité. Ils vont descendre sous terre ou à différents endroits. Ils vont apporter un appareil avec eux autres, un appareil de formation. Puis ils vont le donner au travailleur. Ils vont dire, OK, montre-moi comment tu endosses ça, cet appareil-là. Donc, à ce moment-là, le travailleur, s'il voit que le travailleur n'est pas à l'aise ou il n'est pas familier avec ça, mais définitivement, c'est un élément qu'il va falloir qu'ils revisitent là, sur leur plan de santé et sécurité ou leur protocole de formation pour s'assurer que les travailleurs soient aptes ou soient mieux habilités à endosser rapidement ce type d'appareil-là. Donc là, Guy, on va parler vraiment du présenter le 3000 et le 6000 pour les différentes applications, types d'industrie. Donc, on va voir le minier, l'industrie, puis le percement de tunnel. Donc, il nous reste quelques minutes pour voir ça, pour pouvoir mieux répondre à vos questions à la fin. Fait que commencez à penser à vos questions si vous en avez et à nous les envoyer là, dans la boîte de questions là, sur votre console. Donc, Guy, je te laisse aller. Okay. Mais si on regarde là, au niveau minier, c'est très similaire au niveau de tunnel aussi. Là. Mais si vous regardez la photo et l'environnement de travail de ces gens-là, ils sont dans une galerie souterraine. Ils doivent se rendre probablement ça peut être juste à 500, 600 mètres de distance, mais si la visibilité est très faible et presque nulle, à ce moment-là, les déplacements, là, tu ne marches pas là, comme puis dans des endroits souterrains, dans des galeries, ce n'est pas sur du beau plancher de béton. Là, donc, à ce moment-là, là, il y a beaucoup de risques. Donc, les gens doivent être familiers avec ces appareils-là. Donc, c'est le type d'appareil qu'on a. Donc, c'est un appareil qui porte sur la poitrine. Puis, on voit, il y a un boyau avec un embout buccal, un pince-nez puis des lunettes. Les lunettes, c'est étanche au gaz aussi. Donc, dans ces situations-là, la même chose qu'au niveau de la cagoule, vous êtes protégé au niveau des muqueuses des yeux. Si c'est un gaz qui est irritant ou il y a une fumée épaisse, à ce moment-là, c'est beaucoup plus confortable au niveau des yeux. Vous ne serez pas affecté comme tel. Puis, donc, on a un sac, une boîte avec un filtre. Puis, l'air expiré passe à travers le filtre. Le sac va gonfler en avant. Le sac devient comme un poumon comme tel. Donc, vous avez le sac qui est en avant. À chaque fois que vous inspirez et expirez, le sac va gonfler et se raplatir. Donc, vous respirez cette même air-là dans lequel on va réinjecter ou réajouter de l'oxygène qui est produit dans la cartouche là, spécifique avec le produit qui va générer de l'oxygène. On parlait au niveau des mines, mais ça peut être aussi au niveau industriel. Encore là, dans ce cas-là, probablement que le site de rassemblement ou le point de rassemblement peut être à une distance plus grande. Même si on est en air libre à l'extérieur, la visibilité peut être bonne, mais si on a, je ne sais pas moi, 500 mètres ou 1 kilomètre ou 1000 mètres à parcourir avant d'arriver à un endroit sécuritaire, peut-être que notre 15 minutes d'autonomie avec la cartouche ne sera pas adéquat. Donc, à ce moment-là, on peut se retourner vers un appareil là, de 30 ou 60 minutes dans cette situation-là. Puis les tunnels, mais c'est similaire, là, c'est vraiment comme une mine, sauf qu'un tunnel, ça va être utilisé fréquemment par du monde qui ne sont pas des mineurs normalement, que ce soit au niveau pour du transport, souvent pour du transport, que ce soit au niveau commercial, des trains ou des véhicules automobiles. Donc, c'est vraiment les risques qui sont là, tant au niveau de la construction qu'après, parce que si dans un tunnel comme ça, il y a une problématique où jamais il y a un accident il y a une situation d'urgence avec un accident avec des véhicules, il y a un feu qui se déclare et ça devient comme un espace clos, pratiquement comme une mine. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de fumée, beaucoup de boucan. Donc, on peut avoir des appareils d'urgence qui sont disposés à différents endroits. Donc, comme les gens, les travailleurs là, du tunnel Hippolyte ou même pour le nouveau métro là, qui va s'agrandir, c'est des applications, c'est des. Ils utilisent déjà ces Ils appareils. l'utilisent déjà, OK. Ouais.
Ils ont accès à ces équipements-là, ils traînent avec eux, ou ils ont des caches, ils ont des endroits à la progression des travaux. Ils vont avoir des armoires qui vont progresser avec eux autres, qui vont être à 10-15 mètres en arrière d'eux autres. Donc, s'il y a une situation problématique, ils vont endosser ça. Mais effectivement, là, dans la région de Montréal, avec tous les travaux qui se Oui. font souterrains, il y a beaucoup de ces équipements-là qui sont déjà en service. Ouais, espérons qu'Hippolyte Lafontaine va avoir l'air de tout ça, mais qu'il ait fini. Hey, ça serait le fun, hein? Donc, en résumé, pour le 3000 et le Oxy 3000 et le Oxy 6000. Oxy 3000 et 6000, encore là, un appareil à usage unique, autonomie 30 ou 60 minutes. L'avantage, c'est qu'au niveau, on n'a pas de, il n'y a pas d'entretien comme tel à faire. La seule chose, on fait une vérification avant chaque utilisation et on a, si on regarde à droite, là, il y a comme un œillet, un œil, une vitre comme telle, qui nous permet là, de déterminer si l'appareil est toujours fonctionnel, qu'il n'y a pas eu un bris au niveau du scellement ou l'étanchéité de l'appareil et qu'il n'y a pas eu de bris là, au niveau de la cartouche là, qui va générer l'oxygène à l'intérieur. Donc, si on se retrouve avec une fenêtre qui est claire, comme on voit en haut à droite, mais l'appareil est toujours fonctionnel. Sinon, mais s'il y a comme un changement de couleur, le rond extérieur qui est vert, s'il vient brun, à ce moment-là, il y a une problématique. On suspecte qu'il y a eu une infiltration d'humidité et ça pourrait affecter la performance. Mais on n'a pas de remplacement ou quoi que ce soit à faire sur cet appareil-là pour la durée de vie, que ce soit 5 ou 10 ans. Puis quand on parle de 5 ou 10 ans, c'est que si l'appareil est porté par un travailleur à chaque jour sur lui ou dans un véhicule, mais à ce moment-là, on parle de 10 ans d'autonomie. Tandis que si c'est sur, il y a plus qu'un travailleur qui sert de l'appareil, souvent au niveau des mines, ce qu'on appelle un cross-shift, l'appareil va être fonctionnel pratiquement 24 heures sur 24, mais à ce moment-là, la durée de vie va être réduite à 5 ans versus 10 ans. Guy, aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses qui sont très importantes, mais aussi très intéressantes. Mais si tu devais résumer en les éléments importants, tu dirais que ce serait quoi qu'il faudrait retenir pour nos clients? Ben, en fait, c'est ce qu'on représente là, sur cette page-là, c'est les éléments qu'on a présentés là, sur le tableau un petit peu plus tôt où on n'avait pas de photo. Mais ici, ce qu'on voit, si on commence en haut à gauche avec la cagoule, bien, dépendamment des environnements dans lesquels on va être exposé ou qu'on pourrait être exposé, on va choisir l'équipement de protection adéquat pour évacuation. Donc, on a la cagoule filtrante en haut à gauche. À droite, on a l'appareil autosauveteur qui ne dépend pas de l'air ambiant, mais celui-là va être avec des autonomies de 30 ou 60 minutes qui va générer de l'oxygène. En bas à droite, ce qui est orange, c'est un appareil d'évacuation aussi, mais qui contient un cylindre d'air comprimé. On voit il y a 10 CF10, donc on a une autonomie de 10 minutes. C'est un appareil avec une cagoule. Puis en bas à gauche, mais c'est ce qu'on parlait un petit peu plus tôt au niveau des enceintes ou des chambres de survie, c'est vraiment un caisson. Là, ça peut avoir 8 pieds de large, 8 pieds de haut. Puis on peut aller 30, 35, 40 pieds de long ou peut-être une douzaine de pieds de long. Puis là-dedans, mais on est complètement étanche de l'air ambiant. C'est en pression positive, il n'y a aucun contaminant qui peut rentrer à l'intérieur. On pourrait être 6, 7, 8 personnes dans cette boîte-là, dans cette enceinte-là, pour 24 ou 48 heures, mettons. Intéressant. On va passer tout de suite, dans le fond, avant de passer dans la période de questions, on va vous demander là, si vous souhaitez avoir de l'aide avec tout ce que Guy a présenté, avec Bruce qui a parlé de la norme et tout ça. Est-ce que vous souhaiteriez avoir un appel avec SPI et Draeger pour analyser peut-être vos besoins ou encore là, valider vos besoins, vos choix d'équipement au niveau de la protection respiratoire d'urgence par rapport à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui? Donc, aussi simple que oui ou non. Donc, oui, pardon, problème technique. Donc, oui ou non, si vous voulez, on vous donne quelques secondes pour y répondre et on va enchaîner après ça avec la période de questions. Donc, gênez-vous pas. Un appel, ça ne vous engage à rien, mais des fois, ça peut peut-être clarifier vos questionnements ou des choses comme ça. Donc, on est là pour vous aider là, avec ça. C'est vraiment intéressant ces appareils-là, Guy. Moi, en 4 ans en santé et sécurité, c'était la première fois que j'en entendais parler. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est des besoins, des besoins très, très, très pointus. Oui, très précis, Fait effectivement. que, surtout quand on parle d'une sortie d'urgence, c'est un peu différent. Excellent. Merci à tout le monde. Donc, on rentre dans la période de questions.
Donc, on veut savoir si vous avez des questions pour nos experts. On en a quand même reçu quelques-unes dans la boîte à clavardage, mais je veux également que vous pensiez à vos questions parce que si vous vous posez une question, dites-vous qu'il y a peut-être même quelqu'un qui se la pose. Donc, gênez-vous pas. Guy et Bruce sont là pour répondre à vos questionnements. Mais d'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a posé une question, puis avec une certaine retenue ou peut-être une petite gêne, mais j'ai la même question que vous, en fait. Le système PARAT, est-ce qu'il faut faire un fit test pour avoir ça ou pas du tout? Je vais y aller. Ouais, vas-y. C'est à cause, étant donné que c'est un cagoule, on n'a pas nécessairement à faire une étanchéité au niveau du cire du masque, parce que c'est en forme de cagoule. Donc, comme je dis bien souvent à la blague, même le Père Noël pourrait en porter un, littéralement, s'il peut rentrer la barbe en dessous dans le cagoule. Mais effectivement, tous les équipements de sortie d'urgence ne requièrent pas nécessairement un essai d'ajustement facial. OK. Et pas non plus pour, dans le fond, comment ça s'attache au cou? Ben, au niveau du collet, on a une bande caoutchouc qui a peut-être 3 pouces de large. OK. C'est pour ça que je mentionnais un petit peu plus tôt, quelqu'un qui porte une barbe ou les cheveux Mhm. longs ou même avec des verres correcteurs, ça sont c'est plus contraignant si tu veux essayer de mettre une partie faciale comme un masque complet. Ouais. Mais la cagoule te donne la flexibilité euh, dépendamment de la configuration ou si tu as une barbe ou des cheveux longs, mais c'est compatible. Parfait. Il y avait aussi, est-ce que le PARAT et l'OXY doivent être certifiés à tous les ans? Non, il n'y a pas de certification comme telle. Comme je mentionnais, c'est des appareils à usage unique pour évacuation. Le PARAT, on a un scellé sur l'étui ou l'enveloppe. Puis, que ce soit un étui rigide ou un étui souple, on est capable de voir facilement la date d'expiration au niveau de la cartouche. Donc, simplement une inspection visuelle, s'assurer que le boîtier est scellé adéquatement. Puis, après 8 ans, on pourrait procéder avec un remplacement au niveau du fil pour le parate. Puis pour le Oxy, c'est la même chose. On s'assure que le scellé au niveau du mécanisme d'ouverture est toujours bien en place et qu'au niveau de la lunette d'inspection, on a une inspection visuelle à faire sur l'appareil au niveau du Oxy, qu'il n'y a pas de bosse ou de quoi que ce soit de suspicieux. Mhm. Puis, si la lunette ou l'œil d'inspection est conforme, il n'y a aucune autre certification comme telle à faire. Donc, dans le fond, comme on inspecterait un harnais ou notre détecteur de gaz Ok. avant. Puis je présume que ces notions-là d'inspection sont vues lors d'une formation sur C'est ça. les appareils. Ouais. Lors de la mise en service, on va donner une formation, puis on explique. Puis on a des affiches murales, entre autres, je pense, pour l'Oxy, au niveau de l'endossement, au niveau des inspections aussi. Qu'est-ce qu'on doit vérifier lors de l'inspection? Au niveau du parate, c'est vraiment plus simple. Là. C'est vraiment s'assurer que le boîtier n'a pas été décellé, Mhm. puis qu'on est en dedans de la date de péremption au niveau de la cartouche, puis on peut faire un remplacement pour la cartouche après 8 ans. Puis au niveau des températures de fonctionnement, est-ce que le fait de changer de température ou d'avoir des environnements plus, je sais pas, humides, C'est une bonne question. Au niveau des températures, au niveau du parate, on est un petit peu moins affecté comme tel. C'est sûr que si c'est les unités sont dans un endroit à l'extérieur, en hiver, dans un cabinet ou quoi que ce soit, euh, ça peut porter certaines contraintes comme telles au niveau de la rigidité de la cagoule et tout, mais au niveau fonctionnel, ça va être fonctionnel. Au niveau du oxy, ça prend un minimum de moins 5 degrés et plus pour être opérationnel au départ comme tel. Une fois que l'appareil est enclenché, que le processus de réaction chimique qui dégage l'oxygène est enclenché, le processus en lui-même est exothermique, dégage une chaleur de par lui-même. Donc, la chaleur interne va être suffire pour rendre le mécanisme fonctionnel comme tel. Donc, j'ai des endroits, moi, à certains endroits dans le Grand Nord, où il y a des unités qui sont entreposées sous terre, mais qui sont dans la zone de pergélisol, qui sont sous zéro en permanence à l'année longue. Mais ils ont des cabinets d'entreposage qui sont chauffants comme tel. Ils gardent un minimum là, de température pour aller d'une chaleur minimum pour être fonctionnel. super. Ben, en fait, ça termine la période de questions, mais on a répondu à toutes les questions, messieurs. Fait que c'est vraiment génial. Je laisse Audrey vous parler rapidement de notre prochain webinaire.
Oui, donc le prochain webinaire va porter sur la communication à distance. On va parler des solutions de protection auditive. C'est le 12 mai, dans 2 semaines. Vous pouvez communiquer avec moi pour vous inscrire ou appeler chez SPI. Puis mon extension, c'est le 4354. Merci, Audrey. Donc, évidemment, on est sur les réseaux sociaux. On a un blog sur notre site web. Et puis, donc, on vous invite à visiter nos SPI 2.0. Ben, merci beaucoup, Bruce. Merci beaucoup, Guy, pour la présentation vraiment intéressante. Pour vrai, c'était très spécifique, mais c'est vraiment très intéressant. Merci, Audrey, d'avoir co-animé avec moi aujourd'hui. C'est vraiment super. Merci, Rico, de ton aide derrière la console. Merci beaucoup à tout le monde aussi d'avoir participé. Merci, Amélie, de m'avoir permis de co-animer avec toi. Donc, on vous invite à répondre à notre court sondage, toujours dans le but qu'on s'améliore. Puis aussi, n'oubliez pas de vous inscrire au webinaire sur notre page web sous l'onglet événements. Donc, vous pouvez vous inscrire à ce moment-là. Donc, merci, messieurs, encore. On vous souhaite tous une belle journée et au nom de SPI et aussi de Draeger, ben, on vous souhaite de rester prudent dans ces temps assez incertains. Merci tout le monde. Bonjour. Merci.